Amoureux de la physique, bonjour! Dans ce chapitre Les transformations, nous allons voir que tout ce qui est autour de nous peut être une transformation soit physique, soit chimique, soit nucléaire. Mais regardons de plus près pour pouvoir comprendre et remplir notre tableau. Les transformations physiques. Lors de la fusion, solidification, c'est une transformation physique que l'on appelle un changement d'état. On passe d'un état à un autre. Nous avons fait aussi des transformations physiques avec un soluté auquel on rajoutait un solvant qui nous permettait de faire une dissolution. Nous avons aussi rajouté de l'eau. Nous avons fait une dilution, c'est lorsque nous avions une solution de départ auquel on rajoutait du solvant, souvent de l'eau, et on avait ce que l'on appelait une dilution. Donc ça, ce sont des transformations physiques. On a aussi des transformations chimiques, comme la combustion. Par exemple, quand on fait brûler un gaz, on l'a vu avec le bec benzène, quand on avait la flamme jaune et quand on avait la flamme bleue. On préférait la flamme bleue parce qu'elle chauffait plus. Pourquoi elle chauffait plus? Parce que la combustion était complète. Et quand la combustion est complète, c'est qu'il y a assez de dioxygène pour se combiner au carbone et former du dioxyde de carbone. Quand la combustion est incomplète, c'est qu'il n'y a pas assez de dioxygène. Il y avait trop de gaz et pas assez de dioxygène. Donc, au lieu de former du dioxyde de carbone, on formait du monoxyde de carbone, qui est un gaz très sournois puisqu'il est asphyxiant sans que l'on s'en rende compte. Il y a des morts chaque année à cause de chauffage défectueux au gaz. On a vu aussi des transformations chimiques lorsque l'on a fait les tests chimiques. Quand on met en évidence les ions et qu'il se forme un précipité, ce précipité est une nouvelle espèce chimique, on fait bien une transformation chimique. Quand on a mis en évidence les ions chlorure avec un précipité blanc, les ions Cu2+, avec un précipité bleu, etc. Donc la formation d'un précipité, c'est une transformation chimique. On a aussi des tests chimiques qui forment des dégagements gazeux et qui permettent de mettre en évidence ici par exemple le calcaire. Quand on met un acide sur une roche calcaire, il se forme un dégagement gazeux. Quand on le met sur un optite de roche, il n'y a pas de formation gazeuse et donc on dit que cette roche n'est pas du calcaire. On a aussi une transformation chimique lorsqu'on fabrique quelque chose, on synthétise au laboratoire quelque chose. Donc, lorsqu'on fait une synthèse d'espèces chimiques. Donc, dans la nature, il y a des espèces chimiques naturelles. Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, on est obligé de en fabriquer. Donc, on les fabrique au laboratoire. On dit qu'on fait une synthèse. Donc, on a des réactifs de départ qui se transforment dans cette nouvelle espèce chimique. Ici, le pigment. En combinant certaines espèces chimiques, on arrive à fabriquer aussi des pigments qu'on appelle artificiels parce qu'ils ne sont pas identiques à ceux qui sont dans la nature. On ne copie pas la nature en faisant quelque chose, on invente quelque chose de nouveau. Voilà. Les habits synthétiques sont des matières qui n'existent pas dans la nature. On le voit aussi dans l'exemple avec la vanille. La vanille, on a l'arôme naturel de vanille. On prend des gousses de vanille, on les écrase, on a l'arôme naturel de vanille. On a du sucre vanillé où on mélange du sucre avec la gousse de vanille, c'est le sucre vanillé naturel. Et puis on a le sucre vanilliné qui est un sucre artificiel. C'est pas du tout la même molécule, mais quand on le met dans les gâteaux, on a le même goût de vanille. On a aussi les transformations nucléaires, qui est une autre sorte de transformation. Les transformations nucléaires, ce qu'il faut savoir dessus, c'est que
des noyaux qu'on appelle radioactifs vont se désintégrer spontanément, aléatoirement et inéluctablement parce que on ne peut pas prévoir lequel on avait au départ allait se désintégrer. Mais il se désintègre naturellement, c'est la radioactivité naturelle. C'est celle qui permet de dater les objets qui contiennent du carbone. La plupart des objets qui sont faits en bois, qui sont faits avec des tissus, de la fibre, contiennent du carbone. Tant que l'arbre est vivant, il emmagasine du carbone et au fur et à mesure qu'il meurt, ce carbone se désintègre et selon la quantité de carbone qu'il y a, on peut savoir il y a combien de temps que cet arbre est mort. Et du coup, on arrive à dater les objets. Certaines qui ont été fabriquées avec du bois, les aiguilles avec les os, etc. On retrouve les transformations nucléaires dans les centrales nucléaires. Une centrale nucléaire dans laquelle il y a des réactions nucléaires qui dégagent énormément d'énergie sous forme de chaleur qui va chauffer l'eau, qui va faire tourner les turbines puisque l'eau est sous forme de vapeur et du coup fabriquer de l'électricité. Attention, dans les centrales nucléaires, ce qui se dégage là, c'est simplement la vapeur d'eau. L'eau que l'on a transformée en gaz, il va falloir la refroidir pour qu'elle revienne et se retransforme en gaz et fasse tourner les turbines. Donc pour la refroidir, on utilise l'eau souvent d'une rivière et l'eau, en la refroidissant, il y a une partie qui s'évapore. Donc dans les centrales nucléaires, ce sont des réactions de fission. Pourquoi on appelle ça des réactions de fission? Parce qu'on a un noyau d'uranium qui est un gros noyau puisqu'il y a 335 protons et neutrons. Et du coup, il se casse en deux quand on le bombarde de neutrons en émettant de l'énergie. Donc c'est une réaction de fission, on le fend. Il y a des réactions qui sont dans les étoiles qu'on appelle les réactions de fusion parce que là, au contraire, on a des noyaux qui sont légers, qui se transforment en noyaux lourds et qui forment de nouveaux éléments. C'est ce que l'on a vu dans la naissance de l'univers avec au début simplement les protons et puis après l'hydrogène et puis après l'hélium, etc. Voilà pour résumer ce qu'il faut retenir entre les transformations physiques, chimiques et nucléaires et leur domaine d'application. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous allons pouvoir classer les exemples de tous les jours en transformations soit physiques, soit chimiques, soit nucléaires. Par exemple, le premier. Les centrales nucléaires sont des transformations nucléaires. Quand on voit ça à l'intérieur des transformations nucléaires, attention, là, c'est transformation physique. Mais une centrale nucléaire, transformation nucléaire. En cuisine, ce sont des transformations chimiques. On mélange des espèces chimiques, on en obtient d'autres. On met de la farine, des œufs, on obtient des bonnes crêpes. Quand on bat les œufs en neige, ce sont une transformation physique, puisque là, c'est simplement un mélange que l'on fait. On met de l'air avec du blanc d'œuf et on bat en bas, il y a de plus en plus d'air et du coup, nos œufs montent. En laboratoire, quand on voit ceci, ce sont des transformations chimiques. Pourquoi? Parce qu'on a des liquides où il y a un dégagement gazeux, donc ça veut dire qu'il y a de nouvelles espèces qui sont en train de se former. Quand on fait bouillir de l'eau, c'est un changement d'état. Là, on chauffe. Il y a des bulles, mais parce qu'on chauffe, donc c'est un changement d'état. Dans les étoiles comme le Soleil, c'est une transformation nucléaire. Et lorsque le bois brûle, c'est tout ce qu'on appelle une combustion, c'est aussi une transformation chimique, puisque le bois se transforme en dioxyde de carbone, en cendre, on a de nouvelles espèces. Voilà, vous avez vu les domaines d'application des transformations physiques, chimiques et nucléaires. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à modéliser, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. À bientôt!